Chers téléspectateurs, 2017 aura été l'occasion de commémorer le centenaire de la Révolution russe ou des révolutions russes, dont nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler plus complètement bientôt. Mais 2018 s'annonce et là nous aurons le centenaire de la Révolution allemande, de la Révolution spartakiste, qui évidemment a revêtu moins d'importance dans l'histoire du XXe siècle puisqu'elle s'est soldée par un échec complet, mais qui n'en est pas moins significative des bouleversements engendrés en Europe par la grande crise que fut la Première Guerre mondiale. Alors, dans quel contexte est-ce qu'intervient cette révolution allemande qui s'étend en gros de novembre 1918 jusqu'au printemps 1919? L'Allemagne est en train, à l'automne 18, de perdre la guerre, depuis la contre-offensive victorieuse du 18 juillet lancée par les Français en Champagne. Le compte à rebours de la défaite allemande est fatalement enclenché. L'armée d'Orient a percé le front bulgare et marche sur le Danube et va menacer les empires centraux sur leur flanc sud. À la fin du mois d'octobre, c'est la Turquie qui est contrainte de signer l'armistice. Les jours de l'Alliance centrale, à l'évidence, sont comptés. Du côté des généraux allemands, on en a conscience. Après avoir espéré emporter l'affaire au printemps, en lançant 4 grandes offensives successives, Erich Ludendorff, qui est de fait le patron de l'armée allemande, peut signaler le 8 août que ce jour est le jour de deuil de l'armée allemande, car il comprend qu'à partir de ce moment, il ne lui est plus possible de vaincre. Et les généraux allemands vont d'ailleurs faire pression sur les politiques pour qu'ils demandent au plus vite un armistice aux Alliés, en passant de préférence par le président Wilson, dont on pense qu'il aura une attitude un petit peu plus compréhensive vis-à-vis des puissances centrales. Ces négociations d'armistice commenceront, on le sait, le 8 novembre, et elles aboutiront à la signature de l'accord du 11 novembre qui mettra fin à la guerre sur le front de l'Ouest. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses en Allemagne. Certes, les troupes du front tiennent leur position, reculent, certes, mais en bon ordre. Il n'y a absolument pas de déroute, même si ce sont les Alliés qui ont maintenant l'initiative. Les Allemands occupent encore la majeure partie de la Belgique, une partie de la France, et ils ont de plus emporté la guerre sur le front de l'Est. Cela a été sanctionné par la paix de Brest-Litovsk au mois de mars précédent. Donc, pour les combattants du front, ils n'ont pas le sentiment d'une défaite totale, d'une défaite complète, alors que si la guerre se prolonge encore pendant quelques mois, celle-ci de fait deviendra inéluctable. Alors, cette armée du front, elle tient. En revanche, à l'arrière, les choses sont différentes. Une extrême lassitude de la population qui souffre de pénuries, de restrictions, de rationnement depuis 1914, du fait du blocus naval imposé par les Alliés, donc beaucoup de sacrifices, encore une fois une lassitude qui atteint des sommets. Dans les dépôts de l'arrière, la troupe s'agite, à la différence de la situation qui prévaut au front, et à partir du début du mois de novembre, on va assister à l'extension d'une crise de la discipline qui va déboucher sur une véritable révolution. Les choses vont commencer à Kiel, l'un des bases navales du Nord. Les amiraux allemands qui savent que la guerre est perdue veulent sortir en mer et engager la Kriegsmarine contre la Home Fleet anglaise pour marquer des points en quelque sorte et venir dans un rapport de force plus favorable aux négociations d'armistice. Mais évidemment, les marins qui sentent aussi que la guerre est sur le point de se terminer ne sont pas du tout de cet avis. De plus, il y a eu depuis
l'année précédente, depuis 1917, l'exemple de la révolution russe. On a vu le peuple russe se soulever en février, on a vu ensuite les bolcheviks l'emporter en octobre, la Russie faire la paix en annonçant qu'elle va mettre en œuvre une révolution sociale de grande envergure. Eh bien, tout ça rencontre forcément des échos dans une population, encore une fois, qui est devenue très lasse de la guerre. Alors le résultat, c'est qu'à partir du 3 novembre, eh bien, la révolte s'impose dans un certain nombre d'endroits, notamment à Kiel, qui est abandonné en fait aux mutins. Et à partir de là, eh bien, des émissaires vont gagner les autres ports, Wilhelmshaven, Hambourg, mais également les villes de l'intérieur, Cologne, Berlin, Brunswick, pour aller semer l'agitation et encourager les populations à la révolte, à l'insurrection. Et le résultat, c'est que dans un certain nombre d'endroits, eh bien, on voit se constituer, sur le modèle russe de l'année précédente, des conseils, des soviets réunissant des ouvriers, réunissant des soldats ou de simples citoyens qui entendent mettre en place un pouvoir spontané issu de la base et qui permettrait de mettre fin rapidement à la guerre. Voilà donc la situation largement chaotique dans laquelle se trouve l'Allemagne dans ses premiers jours de novembre. En Bavière, dès le 6 novembre, un agitateur, Kurt Eichner, proclame une république socialiste de Bavière et annonce ensuite d'ailleurs qu'elle va se séparer de l'Empire allemand. Dans un certain nombre de villes, comme à Brunswick par exemple, ou à Hanovre, eh bien, il y a des républiques soviétiques qui sont proclamées, et finalement la révolution va gagner Berlin, et le 9 novembre, le Kaiser Guillaume II va finalement se résoudre à abdiquer et à partir pour les Pays-Bas, à partir pour la Hollande. Et dans la foulée, c'est un leader de la social-démocratie, Scheinmann, qui au balcon de la chancellerie va annoncer le 9 novembre la proclamation de la République, 2 jours avant la signature des accords d'armistice de Rotonde. Alors, la situation en Allemagne est pour le moins à ce moment-là imprévisible. On a vu comment elle a dégénéré en Russie l'année précédente et les observateurs peuvent s'interroger sur ce qui attend le Reich wilhelmien qui vient de fait de s'écrouler. Comment se présente le rapport des forces en quelque sorte? Les partis traditionnels qui étaient majoritaires au Reichstag avant la guerre sont balayés, ne représentent plus rien dans l'agitation générale. Le pouvoir en fait est dans la rue. Quels sont ceux qui de fait vont être en mesure de l'exercer? Il y a d'une part les sociaux-démocrates, le vieux parti socialiste allemand, constitué en 1875, qui était le plus important des partis socialistes d'Europe, qui s'appuyait sur une base ouvrière extrêmement large dans ce pays très industrialisé. Et ces sociaux-démocrates, ils avaient la particularité, dès avant la guerre, d'être acquis au réformisme, c'est-à-dire qu'ils ne remettaient pas en cause le système politique de démocratie parlementaire, en fait, ou de régime parlementaire plutôt, qui prévalait dans l'Empire allemand, mais de par leur poids, de par leur action sur le terrain syndical, de par la pression qu'ils pouvaient exercer avec leurs députés au Reichstag, ils étaient le premier parti du Reichstag aux élections de 1913, avec plus d'une centaine de députés, eh bien ils avaient pu obtenir des réformes sociales d'une ampleur tout à fait considérable, ce qui avait en quelque sorte atténuer les tentations révolutionnaires qui pouvaient prévaloir à cette époque dans d'autres pays. Donc un parti social-démocrate réformiste, un parti qui en 1914 s'est rallié à l'Union sacrée, qui a voté les crédits de guerre, on était loin des espérances de Jaurès et des socialistes internationalistes qui pensaient que la grève générale permettrait d'empêcher toute mobilisation et donc toute guerre. Donc ces sociaux-démocrates avaient voté
voter les crédits de guerre en 1914. Ils vont les voter jusqu'en 1918 sans hésiter, car ils sont également extrêmement patriotes, acquis au sentiment national, et surtout, ils sont très hostiles à la Russie des tsars, qui est censée représenter le comble de la réaction politique et sociale en Europe à l'époque, ce qui explique cette attitude de fidélité à l'Union sacrée. Mais un certain nombre de socialistes, pourtant, à partir de 1915, ont pris leur distance avec cette attitude, notamment Karl Liebknecht, qui a mis en cause justement l'Union sacrée, et puis on a même vu se constituer en 1916 un groupe politique, le Spartakusbund, qui faisait référence à Spartacus, le chef des esclaves révoltés contre Rome. Et ce mouvement spartakiste, à partir de 1917, il peut compter également sur un groupe parlementaire, celui des socialistes indépendants, qui désormais, ils sont minoritaires certes, mais ils refusent de poursuivre l'Union sacrée et de voter les crédits de guerre. Cela dit, ils sont évidemment minoritaires, mais ils vont constituer la base à partir de laquelle va pouvoir se développer la révolution spartakiste. Face à ces deux gauches donc, qui ont adopté des postures différentes par rapport à la guerre, qu'y a-t-il en face? Plus grand-chose, je le dis, les partis traditionnels qui dominaient le Reichstag avant 14 ont été balayés, ne disposent plus d'un pouvoir réel sur la situation, une situation de plus extrêmement mouvante. Il reste l'armée, il reste l'état-major qui constitue une force tout à fait considérable encore, puisqu'il commande aux masses mobilisées qui sont encore sur le front. Et cet état-major, le leader des sociodémocrates, Ebert, qui dirige le gouvernement provisoire, va prendre contact très rapidement avec lui parce qu'il se rend bien compte que s'il veut échapper au sort qui a été celui de Kerensky en Russie l'année précédente, il faut créer un rapport de force nouveau et il a besoin pour cela du soutien de l'armée. Or, cette armée, elle a un argument à faire valoir, c'est que l'on a absolument besoin d'elle pour organiser la retraite telle qu'elle est imposée par les accords d'armistice. Il s'agit de ramener au-delà du Rhin en un mois les 2,5 millions d'hommes du front, et tout cela, il faut le faire dans l'ordre, il faut planifier les mouvements, mettre en œuvre les moyens nécessaires. Seul l'état-major peut le faire et peut éviter que tout cela ne débouche sur une anarchie complète. Et l'armée va réussir complètement dans cette tâche. Le 11 décembre, cette armée, elle est de retour à Berlin, elle défile pendant une journée entière à Berlin et elle est acclamée par la foule. On a les images, c'est tout à fait étonnant. C'est une armée vaincue ou qui aurait été vaincue complètement très rapidement, il n'y a aucun doute à ce sujet-là, mais l'opinion ne le perçoit pas de cette manière, d'autant que l'état-major a diffusé par une campagne de propagande habile la fameuse idée du coup de poignard dans le dos. Nous n'avons pas perdu la guerre au front, mais nous avons été trahis parce qu'à l'arrière, justement, des révolutionnaires, des spartakistes, des politiciens ont accepté de négocier cet armistice tout à fait inqualifiable. Et c'est quelque chose qui prend dans l'opinion, et notamment chez les soldats, qui ont n'ont pas le sentiment d'être vaincus. L'Allemagne a gagné la guerre à l'Est, elle a écrasé l'Italie en 1917, la Serbie en 1915, elle a occupé la Belgique pendant presque toute la guerre, une partie de la France, pas un pouce du territoire allemand, du territoire du Reich, du Vaterland, n'est aux mains de l'ennemi. Dans ces conditions, on peut penser qu'on va arriver à une paix blanche et que l'armée allemande, finalement, a rempli sa mission. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est que si la guerre avait duré, avait continué encore quelques mois, cette armée allemande, elle n'était plus en mesure de s'opposer aux armées alliées dans un rapport de force qui était désormais tout à fait en sa défaveur. En tout cas, cet événement-là est important. Il est cautionné par Ebert lui-même, qui accueille les chefs militaires en leur disant « Je vous salue, vous, qu'aucun ennemi n'a vaincu au front ». Donc une caution tout à fait inespérée pour les intéressés, qui voient évidemment ce qu'ils vont pouvoir en faire dans le contexte de la diffusion du mythe du coup de poignard dans le dos. Alors,
La démobilisation suit, et là les choses se gâtent, parce que ces centaines de milliers d'hommes, il faut qu'ils rentrent chez eux. Or, le pays est dans une situation de grève générale, les soviets se multiplient un peu partout, il y en a 12 000 dans l'ensemble de l'Allemagne, dans les entreprises, dans les casernes, dans des villes, etc. La révolution semble en quelque sorte inéluctable, on s'attend à ce que le gouvernement provisoire soit balayé comme l'a été en Russie celui de Kerensky, les spartakistes jouant le rôle qui a été celui des bolcheviks en Russie en 1917. En fait, il n'en sera rien pour plusieurs raisons. D'abord, les chefs spartakistes, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, ne sont pas du tout à la hauteur de la situation. Ce ne sont pas des professionnels comme pouvait l'être un Lénine ou un Trotsky. Ils ne s'appuient pas sur un parti organisé, centralisé, sur un modèle quasiment militaire pour faire bouger les choses, le fameux parti bolchevique de Lénine. Ça, c'est évidemment une faiblesse dans la perspective de la révolution espérée. Et puis en face aussi, on n'a pas les mêmes acteurs. Kerensky avait été complètement débordé par la situation. La différence, c'est qu'en Allemagne, l'expérience russe, on va en tenir compte. Et celui à qui on a confié le soin de rétablir l'ordre, Nosk, qui est un social-démocrate, mais un social-démocrate à poigne, et qui entend bien remplir la mission qu'on lui a confiée, eh bien, il va réagir comme il convient face à la menace révolutionnaire. Il va pouvoir le faire parce que, en même temps que ce mouvement révolutionnaire se développait, un peu partout en Allemagne, des hommes se sont regroupés à l'initiative d'un général, le général Marker, et ils ont constitué un peu partout des corps francs, plusieurs centaines, plusieurs milliers, bientôt, décidés à faire quelque chose. Ce sont des anciens combattants, des sous-officiers, des étudiants nationalistes, des gens qui ne supportent pas l'idée de la défaite, qui sont convaincus que l'armée a été trahie, et ces corps francs, eh bien, Nosk et Ebert vont leur donner en quelque sorte leur caution. Quand les élections auront lieu le 19 janvier, eh bien, tout naturellement, il y a une très large majorité social-démocrate et modérée. Les spartakistes n'ont qu'une vingtaine de députés. Les urnes l'emportent sur la rue de manière très claire. Ils vont cautionner ces corps francs en faisant une Reichswehr provisoire, en attendant les clauses militaires du traité de Versailles. Et ce sont ces corps francs qui, méthodiquement, vont reconquérir l'Allemagne dans les 6 premiers mois de 1919. D'abord à Berlin en janvier, où Liebknecht et Rosa Luxembourg sont liquidés dans le contexte de la reprise de Berlin, puis ensuite Hambourg, Brunswick, Hanovre, les grandes villes saxonnes, Dresde et Leipzig, et puis tout cela va se terminer à Munich, où la République soviétique de Kurt Eisner et de ses acolytes envoyés par la 3e internationale de Lénine va être balayée à son tour au cours du printemps suivant. La révolution spartakiste a donc été un échec, confirmé d'ailleurs ensuite en 1920, en 1923, quand il y aura de nouvelles tentatives révolutionnaires, et de manière définitive en 1933 avec la victoire du Parti national-socialiste de Hitler. Alors évidemment, on peut s'interroger sur les raisons de cet échec. Pourquoi ce qui a marché en Russie a échoué en Allemagne? D'autant que pour Marx, l'Allemagne était un terrain bien plus favorable que la Russie pour que se mette en œuvre la révolution qu'il appelait de ses voeux. Alors, plusieurs raisons peuvent être avancées. Raisons personnelles, les hommes, les acteurs. Liebknecht, Rosa Luxembourg valaient bien moins que Lénine et Trotsky en termes d'action. Et à l'inverse, Nosk valait beaucoup plus que Kerensky. Et puis il faut tenir compte aussi d'un certain nombre de déterminismes sociologiques. L'Allemagne avait une classe ouvrière réformiste et pas révolutionnaire en majorité. L'Allemagne était un pays où le sentiment national était très important, très vivant, et l'Allemagne était un pays où une couche de classe moyenne très large dominait en quelque sorte l'équilibre social du pays, l'équilibre social du Reich. Et tous ces éléments combinés
peuvent en grande partie expliquer l'échec de cette révolution, un an à peu près après la victoire qui avait été celle des bolcheviks en Russie. À l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai eu envie de vous parler d'une femme exceptionnelle que la plupart d'entre vous connaissent, au moins grâce au nom qu'elle a laissé à une célèbre marque de champagne, Veuve Clicquot. Peut-être connaissez-vous l'un de ses portraits un peu sévères, la représentant toujours habillée de sombre, avec une allure très victorienne, accentuée par les anglaises qui ornent sa coiffure. Nicole Barbe Ponsardin était la fille d'un homme d'affaires propriétaire d'une manufacture de tissus et notable, respecté et influent de la ville de Reims. Elle a grandi sans souci dans un bel hôtel particulier de la ville. Elle a 21 ans quand elle épouse le 10 janvier 1798 le fils unique d'un riche négociant en vin. Au début de leur mariage, elle commence une vie d'épouse classique selon les critères de la bourgeoisie à l'époque, c'est-à-dire que Madame Clicquot dirige sa maison et s'occupe de la fille qu'elle a eue quelques mois après son mariage. Mais cela n'empêche pas François Clicquot d'emmener sa jeune épouse visiter les vignes familiales de Verzenay et de Bouzy, au sud-est de Reims, et de lui transmettre sa passion pour les vins de Champagne qu'il veut développer davantage. François Clicquot améliore un certain nombre de choses dans la production, dans le stockage et la mise en bouteille du vin. Le transport est ainsi facilité, l'entreprise peut développer les exportations et pour cela engage des représentants en leur donnant comme instruction d'aller prospecter jusqu'en Russie. L'un des commerciaux recrutés par Clicquot est un Suisse qui se nomme Louis Beaune, qui va rapidement remplir son carnet de commandes et prendre un rôle essentiel dans l'entreprise. En 1802, plus de 26 000 bouteilles ont été vendues, dont 2 000 en France. L'affaire est bonne et prospère, tout semble sourire au jeune couple. Mais au mois d'octobre 1805, c'est le drame. En une dizaine de jours, François Clicquot est emporté par une fièvre maligne. Évidemment, Nicole Barbe Clicquot est effondrée. La voilà veuve à 28 ans. En outre, désespérée par la mort de son fils, Philippe Clicquot veut céder l'affaire. Quand elle apprend le projet de son beau-père, Nicole Barbe refuse de les laisser faire. Elle a pour elle une immense fortune, elle sait que son mari avait formé autour de lui une équipe efficace et fidèle, et elle a surtout un caractère qui refuse de se laisser aller à la facilité, se refuse de renoncer, elle sent qu'elle a un défi à relever, elle décide, en mémoire de son mari, de continuer son œuvre. Contre toute attente, elle arrive à convaincre son beau-père de lui confier les rênes de l'entreprise. Nous sommes au début du XIXe siècle, les femmes d'affaires sont rares et Madame Veuve Clicquot devient la première femme à diriger une maison de champagne. Mais elle ne se lance pas dans cette aventure seule. Elle se sait bien entourée par les employés de son mari, les vendeurs, le chef tonnelier et surtout Louis Beaune en qui elle a une grande confiance. Tous dépassent leur première réserve de voir une femme, novice de surcroît, prendre la direction des vins et spiritueux Clicquot, car il émane de la jeune veuve une grande intelligence et une force de caractère qui vont se confirmer au fur et à mesure des mois qui passent. Seulement 4 mois après la mort de son mari, le 10 février 1806, Nicole Barbe Clicquot reprend les actifs de la société, remet 80 000 francs dans l'entreprise et persuade encore son beau-père de la soutenir financièrement. Elle apprend vite et bien, elle possède en outre une intelligence des situations qui lui fait prendre les bonnes décisions. C'est ainsi que, prudente, elle décide de s'adosser à un autre négociant en vin de Reims, Alexandre Fourneau, qui investit la même somme qu'elle dans l'affaire, qui prend le nom de Veuve Clicquot, Fourneau et compagnie. Pourtant, le démarrage est difficile. En 1806, toute l'Europe est en guerre. Cela a évidemment des conséquences sur le commerce. L'Empire et Napoléon contre les principales puissances européennes, et il n'est pas très aisé pour les vendeurs de circuler sur les routes d'Europe. Et quand les maigres commandes arrivent à Reims, on n'est pas sûr de pouvoir livrer les bouteilles. La maison fait peu de bénéfices et finalement les deux associés décident de se séparer. Nicole Barbe, loin de se décourager, malgré l'accumulation des difficultés, s'accroche et continue seule avec une société qui porte désormais le nom de Veuve Clicquot Ponsardin. L'année 1811 est encore une petite année pour les ventes, mais il se produit un événement rare. Une comète traverse le ciel de la Champagne et de plus, la récolte est exceptionnelle. Nicole Barbe Clicquot innove encore et fait de cet événement qui a marqué les esprits un argument de vente. Elle fait graver une comète sur les nouveaux bouchons et baptise la nouvelle cuvée de la comète.
En plus d'une remarquable gestion, la veuve Clicquot invente le marketing avant l'heure. Après la campagne de Russie, la Grande Armée n'est plus que l'ombre d'elle-même et l'Empire marche vers sa fin. L'armée décoalisée s'approche de Reims. Madame Clicquot ne veut pas abandonner son entreprise et surtout ses caves remplies de milliers de bouteilles. Elle sait bien que la ville va être livrée au pillage. Le 6 février 1814, vers 5 heures du soir, 150 Cosaques rentrent dans Reims et le 16, ce sont 25 000 Russes qui campent sous les murs de la ville. Les Rémois n'ont plus qu'à se barricader chez eux, ce que fait Nicole en commençant par faire murer ses caves, même si elle doute que cela lui épargne le pillage. Mais l'occupation n'est pas de tout repos pour les Russes, car Napoléon lui-même vient diriger la reprise de Reims à partir du 13 mars. C'est la fameuse bataille de Reims. La ville est libérée pour être ensuite reprise. On parle d'incendie, de pillage, d'exaction. Pourtant, le sursis pour Napoléon durera peu de temps et les armées ennemies rentrèrent dans Paris le 31 mars. C'en était fini de l'Empire. La veuve Clicquot ne perd pas de temps. Elle ordonne de rouvrir les caves. Il faut absolument s'occuper aussi du vin en maturation et reprendre la production. Heureusement, les champagnes Clicquot ne déplorent aucune perte. Madame Clicquot, comme les autres producteurs, est heureuse du retour à la paix et espère surtout la reprise de la circulation sur les routes et les mers. L'Europe pense ses plaies et personne n'envisage encore de reprendre les exportations. C'est alors que la femme d'affaires met en œuvre un projet auquel elle pensait depuis un moment avec son fidèle commercial, Beaune, prendre plus de risques que les autres, reprendre l'exportation du champagne avant les autres. Malgré le blocus, elle fait charger un bateau de 10 550 bouteilles et l'envoie vers la Russie. C'est un énorme bateau hollandais sur lequel Beaune lui-même embarque pour accompagner la précieuse cargaison. À l'arrivée à Königsberg, les autorités russes viennent à peine de lever les interdictions d'importation. Les bouteilles s'arrachent à un prix élevé, si élevé que Beaune écrit à sa patronne « Grand Dieu, quel prix, quelle nouvelle, je suis au comble de la joie et de la satisfaction ». L'audacieuse décision de Madame Clicquot a été un coup de maître. Elle renvoie encore 12 180 bouteilles et 600 bouteilles de rouge. Beaune prend les commandes pour l'année suivante. Le marché russe est conquis pour longtemps, au point que Mérimée écrivit dans sa correspondance générale « Madame Clicquot abreuve la Russie. On appelle son vin Clicquot-Scoé, on n'en boit pas d'autre ». La société repose désormais sur un solide tapis financier. Madame veuve Clicquot va pouvoir marier sa fille à un jeune noble, Louis de Chevigné, qu'elle aimera beaucoup, mais auquel elle ne donnera jamais la moindre responsabilité car elle s'est rapidement aperçue qu'il n'avait aucune des qualités requises pour gérer l'affaire. C'est en effet une des vertus les plus remarquables de Nicole Barbe Clicquot, que de savoir bien s'entourer, de juger parfaitement ses collaborateurs et de ne jamais cesser, malgré son autorité et son pouvoir, de prendre des conseils et d'écouter les suggestions qu'on lui fait. Elle est pourtant partout à la fois. Elle surveille toutes les étapes de la récolte du raisin. Elle veut aussi améliorer l'assemblage et fait mener pour cela des tests selon des instructions très précises. C'est elle qui invente une méthode pour enlever au champagne un dépôt qu'elle qualifie d'yeux de crapaud. Elle écrit qu'elle veut les vins les plus clairs, les plus nets, les plus limpides. Elle met au point pour cela une table de remuage qui va permettre de sortir le dépôt des bouteilles sans transvaser le vin et qui sera copié par tous ses concurrents. En 1810, c'est elle qui a élaboré le premier millésime connu en Champagne. C'est encore elle qui fera rajouter du sirop de sureau pour donner du champagne rosé. Mais comme sa crainte est toujours d'avoir une production insuffisante devant les commandes qui affluent, elle rachète des hectares de vignes qu'elle choisit avec soin dans les meilleurs crus. La mort accidentelle en 1821 de son fidèle directeur commercial, Louis Beaune, ne fera pas renoncer Madame veuve Clicquot, même si c'est un coup dur et qu'elle doit réorganiser son entreprise. Cela ne l'empêche pas de se lancer dans une nouvelle activité et de fonder en 1822 une banque, la banque veuve Clicquot Ponsardin. Ensuite, sur les conseils de l'un de ses associés, Kessler, elle se lance dans le négoce des tissus. La voilà qui gère 3 activités en même temps. Elle s'apercevra rapidement, toujours très vigilante dans la gestion de ses affaires, que le négoce n'est pas assez rentable et elle se retire de cette activité avant qu'elle n'entraîne trop de pertes. Si elle a toujours de l'audace, elle n'en est pas pour autant dépourvue de prudence quand les risques engagent la société. C'est en même temps qu'elle recrute un jeune homme de 20 ans, d'origine prussienne, Édouard Verlet, dans lequel elle voit un garçon plein d'avenir, qui a de l'autorité, de l'intelligence et une grande perspicacité. Sa ténacité, son audace, son intelligence, son esprit curieux et innovant, son autorité naturelle, mais aussi sa modestie et sa bienveillance, ont permis à la veuve Clicquot de traverser cette période si mouvementée et instable de l'histoire de l'Europe et de faire de son entreprise une des plus grandes et célèbres maisons de champagne. Les ventes de bouteilles atteignent bientôt les 200 000 en 1836. À 63 ans, Nicole Barbe Clicquot, qui a pourtant une excellente santé, souhaita prendre un peu de recul pour s'occuper davantage de sa famille qu'elle a toujours protégée et menée en douairière bienveillante malgré ses affaires. La confiance qu'elle avait mise en Verlet n'a pas été déçue, c'est à lui qu'elle va confier la direction de la maison pendant 10 ans. Cela ne l'empêche pas de se tenir informée et de le conseiller quand c'est nécessaire, jusqu'au jour où elle lui cède définitivement la marque veuve Clicquot. Elle ne laisse pas pour autant ses héritiers qui reçoivent une grande partie des actifs de la société.
Jusqu'à sa mort, qui surviendra le 29 juillet 1866 à l'âge de 89 ans, elle entretiendra toujours une importante correspondance, en particulier avec ses relations en Russie, et recevra longtemps tous les notables et les grands propriétaires voisins qui, au milieu de leurs distractions, boivent du champagne de la veuve Clicquot. La grande dame du champagne, comme elle est appelée par ses pairs, refusait de toutes les manières que l'on serve autre chose que du champagne Clicquot-Ponsardin à sa table et décrétait « Le vin, c'est moi ». Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Imaz, que nos téléspectateurs connaissent bien, spécialiste de l'Espagne contemporaine, spécialiste de sciences politiques, qui nous a donné récemment un ouvrage majeur sur les relations entre droite et gauche. Alors, il vient aujourd'hui pour toute autre chose. Il s'agit de l'Espagne quand même, bien sûr. Il a préfacé un ouvrage que je considère comme un ouvrage majeur dans le débat historique et intellectuel d'aujourd'hui. C'est l'ouvrage de Serafín Fanjul, Al-Andalus, l'invention d'un mythe, sous-titré La réalité historique de l'Espagne des trois cultures. C'est publié aux éditions de l'Artilleur, l'édition du Toucan également. C'est l'édition du Toucan. Et c'est un ouvrage considérable de plus de 700 pages qui remet en cause un certain nombre d'idées reçues, de préjugés qui se sont installés au fil du temps comme autant de vérités révélées, mais qui ne correspondent pas à grand-chose quand on va analyser les choses en réalité. On sait, dans le discours historiquement correct d'aujourd'hui, la place qui est réservée à l'Espagne des trois cultures, au paradis perdu d'Al-Andalus. On nous explique que tout ça, ce n'est que la préfiguration de l'harmonie à venir qui naîtra de la coexistence en Europe, du vivre à travers le vivre ensemble des diverses religions. En gros, tout un argumentaire pseudo-historique pour justifier la colonisation de masse à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc c'est un ouvrage de ce point de vue très important. Serafín Fanjul, Arnaud Imaz, pouvez-vous rapidement nous présenter l'auteur? Sur l'auteur, oui. Alors l'auteur, Serafín Fanjul, est un espagnol madrilène, d'origine galicienne. C'est un spécialiste, donc un linguiste, spécialiste des langues sémitiques, et en particulier donc de l'arabe. Et il a vécu pendant des années en tant que directeur du Centre culturel hispanique au Caire. Il a fait des traductions érudites, il a publié d'abord des ouvrages pour un public, disons, exclusivement de spécialistes. Et ensuite, il a publié 2 livres en Espagne, donc il en fait vraiment connaître du grand public. Alors le premier étant Al-Andalus contre l'Espagne, alors les titres en espagnol bien sûr, mais je vous donne les titres français. En français, Al-Andalus contre l'Espagne, la création d'un mythe, et ensuite la chimère d'Al-Andalus. Wow. Après avoir publié donc ces 2 livres qui l'ont vraiment fait connaître, qui l'ont propulsé sur la scène médiatique, éditoriale, ou si l'on peut dire, et il a également publié un livre très intéressant pour nous, pour le public français, qui s'intitule En busca de Carmen, c'est-à-dire à la recherche de Carmen. C'est un livre sur l'Espagne stéréotypée, l'Espagne en carton-pâte. L'Espagne rêvée des romantiques. Aussi. Et donc, je disais que, alors, dans les années, il a fait publier ses livres à la fin des années 2000, et c'est à ce moment-là que je les ai lus, et puis immédiatement, j'ai pensé, il faut absolument publier ces ouvrages en France. Et donc ça a été un projet vraiment de longue haleine. C'est un travail quand même considérable, extrêmement documenté, extrêmement sourcé. Et donc il a fallu d'abord trouver un éditeur, c'était pas une entreprise simple. Ensuite, une fois, j'ai eu la chance de trouver donc le Toucan. Puis j'ai eu la chance de trouver aussi un excellent traducteur qui est un jeune agrégé d'espagnol, Nicolas Klein, qui avait fait l'école normale supérieure.
Et donc il a fait un excellent travail, ce qui évidemment a facilité ensuite la tâche de révision, révision que j'ai faite bien entendu avec sous le contrôle de Séraphine Fanjul. Parce que je me suis surtout intéressé au XIXe siècle, à l'époque contemporaine, mais je ne suis pas un spécialiste de cette époque. Or, connaissant les égos souvent, parfois, ou en tout cas parfois surdimensionnés des spécialistes, j'ai veillé à ce que tant ma préface que tout le travail qui a été fait soit fait sous le contrôle de Séraphine Fanjul. Disons donc qu'il n'y a pas une ligne qui n'ait été relue par Fanjul, qui connaît parfaitement le français, même s'il ne le parle pas, ce qui explique qu'il ne soit pas présent parmi nous aujourd'hui. Personne, voilà. Voilà, donc j'ai aussi pris sur moi, pour des raisons de dimension, les 2 livres étaient énormes, donc j'ai décidé, en accord encore avec Fanjul, de réduire un peu en enlevant quelques parties érudites, mais ces parties sont toujours signalées de façon que les hispanistes puissent avoir accès au travail, aux originaux. Voilà. Donc, et puis j'ai fait une remise en perspective en accord avec l'auteur aussi, parce que évidemment ce livre, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une histoire de l'Hispanie médiévale, ni une histoire de la Reconquête, sujet que vous connaissez bien parce que vous y avez consacré un livre publié aux Presses universitaires de France il y a quelques années, mais c'est un livre qui s'intéresse à un aspect, disons, plus socioculturel. Il étudie donc le mythe du paradis perdu, nous allons y revenir, et le mythe également des réminiscences actuelles dans l'Espagne postérieure à l'Andalouse, et donc depuis 1492 jusqu'à nos jours. Alors il faut surtout bien expliquer à nos téléspectateurs que à l'Andalouse, ça n'a rien à voir avec l'Andalousie. L'Andalousie, c'est un concept qui est forgé au XIIIe siècle, quand les Espagnols, les chrétiens du Nord reprennent l'Andalousie occidentale. Et à ce moment-là, on commence à parler d'Andalousie, en opposition à l'Andalousie orientale, qui sera le royaume de Grenade. Là, nous nous situons au XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle. Donc voilà, je pense que c'est important de bien distinguer, ne pas dire comme souvent on commet l'erreur de confondre donc Al-Andalouse, et puis Al-Andalouse, c'est, disons, l'Hispanie musulmane. Voilà. Donc alors, pour être clair, oui, l'Hispanie qui est l'Hispanie musulmane, qui va se produire, on remonte là, vous savez que les musulmans donc sont emparés de toute l'Afrique du Nord, qui était une zone finalement romanisée, christianisée, et puis avec une majorité de berbères, et puis avec la présence de Byzance aussi. Donc entre 642 et 709, ils s'emparent de cette partie, puis en 711, ils passent le détroit, et ils s'emparent très rapidement, en l'espace de 7 ans, de l'ensemble de la péninsule. Les seules parties qui demeurent donc indépendantes ou qui ne sont pas soumises sont les parties du nord, les parties pyrénéennes et les Asturies. Alors, pour en venir donc encore une information sur Al-Andalus, nous avons à partir de 756 une première vague plus fondamentaliste, parce que vous allez avoir des successions de vagues fondamentalistes qui arriveront et qui reprocheront aux musulmans présents de ne pas avoir suffisamment islamisé le pays. Ça sera le cas d'abord donc en 756 des Omeyyades avec Abd al-Rahman Ier. Ça sera ensuite le cas qui deviendra lui-même calife en 929. Puis ça sera le cas des Almoravides, donc en 1085, 86, et puis enfin des Almohades en 1145.
Voilà pour fixer un petit peu autre chose. Il faut savoir que avant la présence musulmane, les Espagnols, pardon, il n'y avait pas d'Espagnols encore, l'Hispanie, disons, avait été romanisée pendant 9 siècles, puisque la présence des Visigoths à partir de 410, les Visigoths demeurent quand même dans l'ère culturelle, disons, romano-chrétienne. Donc cela, à partir, les Romains entrant vers 220 avant Jésus-Christ et jusqu'à la faveur des guerres puniques. Voilà. Et ensuite, donc, la présence musulmane, ça sera vraiment on peut dire pendant 4 siècles sur toute une partie du territoire. Au bout de 4 siècles, sur la moitié du territoire. Donc je disais, en 718, c'est presque la totalité du territoire. Puis pendant 4 siècles, donc il reflue. En 1085, Tolède est reprise par les chrétiens du Nord, par les royaumes qui vont se créer dans le nord de l'Hispanie. Et en revanche, à Grenade, c'est là, dans le petit royaume de Grenade, que pendant 250 ans, les musulmans vont demeurer dans ce royaume. Et là, effectivement, en tout, ça fera 8 siècles. Voilà donc pour fixer un petit peu, pour avoir quelques dates. Fanjul s'en prend donc aux critiques et détruit le mythe de la convivialité pacifique entre les 3 cultures, et il explique très bien qu'en fait il y a de multiples livres qui ont été publiés tant au XIXe siècle qu'au XXe siècle sur cette prétendue convivialité pacifique. Alors je ne peux pas me lancer dans des explications, mais il nous donne donc il reprend les cas ce qui montre que souvent le clivage droite-gauche en particulier est parfois contestable, parce qu'il y a des auteurs qui sont tout à fait de gauche, des auteurs de droite qui vont dire, comme Olagoué par exemple, qui vont dire que la présence musulmane, il n'y a jamais eu de conquête musulmane, hein, oui. Au contraire, finalement, ce sont les hispano-romains qui détestaient les Visigoths et qui souhaitaient la présence des musulmans. Ils vont dire ça en ajoutant, et puis de toute façon, ça a été pour lui, enfin, c'était pas grave, parce qu'en fait, la présence musulmane, c'était le substrat hispanique était beaucoup plus important, donc ça a été absorbé, et ça fait partie, et finalement, ça fait partie de l'histoire de l'Espagne en général. Vous avez aussi la théorie de Sanchez Albornoz. Sigrid Unke, qui disait, donc, qui elle, néo-païenne, disait, non, en fait, à la différence de ce que nous dit Guggenheim, qui disait, non, l'héritage, le legs musulman est bien plus important que ce qui nous vient des Grecs, quoi, enfin, en substance. Hein. Ensuite, nous avons eu Américo Castro, 2 hommes de gauche, Américo Castro, deux antifranquistes notoires qui ont polémiqué pendant des années, dans les années 50-60, en disant, l'un, il y a eu une symbiose parfaite, et Sanchez Albornoz, que on pourrait penser que c'est les ignorants vous diront que c'est un franquiste, on va dire qu'il y a que non, c'était l'antibiose, c'était l'opposition frontale. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que Sanchez Albornoz était le chef du gouvernement de la République espagnole en exil, et jusqu'à la mort de Franco. Donc on peut pas, il est difficile de qualifier son œuvre de franquiste. Alors, sur ce paradis perdu, c'est une vieille histoire, parce que déjà, les humanistes italiens ont critiqué la présence musulmane en Espagne, les protestants ont fait de même, on a retrouvé ça dans les Lumières, dans les voyageurs romantiques, Théophile Gautier traversant la frontière à hauteur d'Andaille et d'Irún, disant « Ah, vraiment, ces maisons blanchies à la chaux, on sent l'Afrique déjà. » Alors on voit qu'ils ne connaissaient rien de la culture, notamment basque, mais enfin. Donc il faut peut-être quand même dire que ce que souligne Fanjul, au Xe siècle, il y avait 50% des hispano-romains qui étaient
islamisés. Au XIe siècle, il y en avait 80%, et au XIIe siècle, il y en a 90%. Alors c'est important, il faut savoir, donc, les guerriers musulmans arabo-berbères qui arrivent en Espagne n'excèdent pas les 50 000. En face, il y a une population de 4 à 5 millions d'habitants. Mais ce sont donc ensuite ces gens qui vont être islamisés, qui vont par la suite revenir au christianisme des siècles plus tard. Au moment de la reconquête. Donc, quand on parle, par exemple, quand on a un point de vue, on dit oui, finalement les Espagnols sont des sémites, c'est un peu ridicule parce que le phénotype moyen de l'Espagnol, avec 50 000 guerriers qui en plus... Oui, c'était berbères aussi, pas seulement qui n'étaient pas des Arabes, les barbares constituaient une minorité. En plus, les califes de Cordoue n'ont eu de cesse de faire venir en Hispanie musulmane ce qu'ils appelaient les Slaves, les Slaves étant justement des esclaves pris dans le nord de l'Europe, alors avec des Danois, des gens qui venaient des Pays-Bas, des Francs, un peu de tout, et qui étaient obligés ensuite soit de nourrir les harems, soit quand c'était des femmes, soit de combattre pour le calife. Alors, Fanjul explique qu'il y a aussi de nombreuses persécutions au IXe siècle à Cordoue, au XIIIe siècle à Grenade, des pogroms en 1066. Au fond, et puis surtout il faut donc distinguer des phases différentes, bien sûr, avec des périodes, une brève hellénisation de la culture islamique, d'ailleurs, qui va durer finalement pendant un siècle, très brièvement. Mais enfin, il ne faut pas se faire trop d'illusions, parce que quand on cite Maïmonide et Averroès, notamment, Maïmonide, juif, il a été obligé de s'islamiser, puis ensuite de se réfugier au Maroc, puis de partir au Caire. Il a été découvert là-bas par une personne d'Al-Andalouse qui l'a dénoncé, et sa vie a tenu à un fil. Quant à Averroès, mais c'était un néoplatonicien qui lui aussi a eu de leurs problèmes. Donc ce ne sont pas des exemples de convivialité parfaite. En fait, c'est un état de religion islamique et de culture arabe, avec toutes sortes de discriminations qui sont instaurées du genre... C'est-à-dire, c'est le statut de la dimitude. Voilà. Si vous tuez un arabo-musulman, même en cas de légitime défense, vous êtes automatiquement condamné à mort. Ce n'est pas le cas évidemment, dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Si vous voulez témoigner contre un arabo-musulman, vous n'avez pas votre témoignage n'a aucune valeur parce que vous êtes chrétien. L'impossibilité de construire une maison plus haute. Si vous voulez construire une maison plus haute, c'est pareil. Si vous voulez vous déplacer sur un âne et l'autre sur un cheval, si vous voulez construire... L'interdiction du port d'armes aussi. Absolument. Et quant au mariage mixte, n'en parlons pas. Et quand on dit, quand c'était Toynbee qui nous parlait, qui disait qu'ils étaient exempts de préjugés raciaux, c'est complètement absurde. Quand on sait qu'il y a eu effectivement des préjugés raciaux, les Arabes n'aimaient pas les Berbères, qui eux-mêmes n'aimaient pas les Arabes, qui étaient l'élite dominante. Il en était de même des Arabes et des Berbères musulmans n'aimaient pas les muladis, qui étaient les convertis, les chrétiens convertis, pour ne pas parler des mots arabes. Et évidemment, les Noirs n'étaient pas bien considérés non plus. Et quant aux Slaves dont je parlais tout à l'heure, pas davantage. Il y a une formule qu'utilise Rémi Brague dans l'entretien qu'il a donné au Figaro à propos du livre de Fanjul. Il explique que c'est un système qui rappelle à beaucoup d'égards l'apartheid sud-africain. Oui, c'est un mot que reprend d'ailleurs, que reprend effectivement Fanjul. Il dit qu'il y a une similitude entre le système de l'apartheid et... Alors, un mot intéressant, sur le problème de la transmission du savoir isidorien et de l'hellénisation, dont je parlais à l'instant, c'est en fait ce qui s'est passé, puisqu'on sait les polémiques qu'il y a eu avec Sylvain Guggenheim, que Fanjul apprécie beaucoup d'ailleurs.
par parenthèse. La réciproque étant vraie d'ailleurs, on a pu le gérer avec Sylvain Guggenheim. Il y avait tout un patrimoine culturel à Tolède et dans la province romaine bétique, donc près de la province de la Bética romaine, qui correspond au nom du fleuve Baetis, qui était le nom antique du Guadalquivir. Il faut quand même savoir, donc c'était les lieux où était né le Trajan, l'empereur Trajan. Sénèque. Les deux Sénèques étaient nés, effectivement. Lucain, voilà, le poète aussi, oui. Pomponius Mela, géographe, oui. Enfin, bon. Donc, ce savoir va être transmis immédiatement par les clercs mozarabes qui commencent par s'installer dans l'empire qui demeure parce que évidemment au début de la soumission, les premières années, bon, ça se passe relativement bien parce que les autorités musulmanes traitent avec les anciens représentants des autorités visigoths et hispano-romains, mais ça commence à se gâter, ça se gâte assez rapidement. Donc ce patrimoine, il est transmis, ceux qui vont servir de pont, ce sont les clercs mozarabes qui vont passer évidemment dans le nord, dès qu'ils en ont la possibilité, qui fuient vers le nord. Ils vont de la même façon, ils vont voter avec leurs pieds pour échapper au paradis. Voilà. Et on va connaître des tas d'exils tout au long de ces siècles, lorsqu'ils pourront effectivement, lorsqu'ils en auront l'opportunité, la possibilité, parce que beaucoup d'autres seront déportés beaucoup de Mozarabes, les Mozarabes étant donc les chrétiens qui demeurent en Hispanie musulmane, beaucoup seront déportés vers l'Afrique. Oui, et surtout l'irruption des envahisseurs venus du Maroc, almoravides puis almohades, va correspondre à un durcissement de l'islam malékite local qui va déboucher sur la disparition progressive de la communauté mozarabe. Un autre élément à prendre en considération, ce sont les fameuses traductions, parce que l'on a appelé l'école de Tolède, qui n'a jamais été en fait une école, mais des individualités qui traduisaient. Et en fait, ce sont des moines de Cluny qui sont arrivés à Tolède. Bertrand et Raymond de Sauvetat, ou de Sauvetat, Tat sans doute puisqu'ils étaient de la région d'Aquitaine, et qui ont suggéré au roi, Alphonse X notamment, de traduire tout ce que les musulmans avaient absorbé de la culture antique et qu'ils ont retrouvé au moment de la reconquête en 1085, et tout ça pour transmettre évidemment ce savoir antique. Voilà, donc alors un mot maintenant sur les réminiscences. Les réminiscences évidemment, ou que reste-t-il sur les subsistances en fait et c'est là que c'est aussi très très intéressant, parce que Fanjul nous parle évidemment de l'art hispano-musulman. Bon, alors incontestablement, vous avez un art érudit, l'art califal, la mosquée cathédrale qui avait été construite d'ailleurs sur une église à Cordoue, de Cordoue, qui était l'ancienne église Saint-Vincent. Alors, l'art nasride, notamment, surtout à la fin au XIVe siècle, avec, alors à Grenade, le palais de l'Ambras. Les Nasrides, c'est la dynastie de Grenade, dans les 2 derniers siècles. Voilà, l'art mozarabe, alors ça, c'est un art qui demeure, qui est antérieur, puisque l'art mozarabe, c'est l'art visigothique. Oui. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, parce que ce livre, c'est un livre très érudit, mais avec de l'humour, il explique, par exemple, il nous dit, mais oui, mais l'arc outrepassé, l'arc en chair à cheval, on dit toujours, mais non, ça vient des Visigoths en Espagne. Bon, ensuite l'Armudéja, bien sûr. Alors, mais il s'agit là de vieilles pierres. Que reste-t-il en revanche? Alors, tous les écrivains romantiques nous disent, oh, regardez, on trouve, il y a bien les traces vivantes. Regardez ces maisons qui sont, ces petites rues, ces maisons. Seulement à cette époque, on oublie que dans toute l'Europe, c'était de toutes petites rues. On nous dit, il y a des constructions en terre argileuse. Oui, mais à l'époque de l'âge de fer, on faisait des constructions en terre argileuse
argileuses aussi. C'est amusant. Alors, quant aux toitures, on dit les toitures dans les zones peu pluvieuses, surtout dans les Alpujarras, on voit effectivement des constructions qui sont en terrasse, mais c'est extrêmement rare. Dans tout le reste de l'Espagne, c'est des toits en tuiles, et la tuile qui vient de Rome. Si on regarde les patios de Séville et d'Andalou, de Séville et de Cordoue, on dit, ah, regardez, c'est typique de l'art mauresque, en fait. Et en fait, le patio, ça vient de la Domus, hein, c'est romain. Hein, la langue, très important. Il dit juste au XIIIe siècle, on dit, regardez, dans la langue espagnole, il y a 450 vocables, 450 mots qui sont encore utilisés. Mais bon, au XIIIe siècle, c'était déjà 0,5% de l'espagnol. Hein. Et souvent, ce sont des termes techniques, des termes médiévaux, d'armement, ou de choses qui sont tombées totalement en désuétude. L'Alcazar, par exemple. Alors, certains ont voulu voir aussi des empreintes en Amérique. Alors là, il détruit aussi il nous explique que les filiations latines et germaniques et chrétiennes sont prédominantes dans les fêtes religieuses, bien sûr, les fêtes ludiques entre morts et chrétiens, qui célèbrent la victoire des chrétiens. Dans le domaine vestimentaire, la mantille, c'est la fin du 19e, la fin du 18e, début du 19e. Le châle de Manille également. La musique, le flamenco. Le flamenco, c'est fin du 18e, début du 19e. Les sevillanas, c'est codifié en 1950. Voyez, dans le domaine alimentaire, les beignets, c'est Rome. Le figuier de Barbarie, c'est l'Amérique. Et puis Columel nous a dit exactement tout ce qui vient de Rome. Enfin voilà. Donc, bien, merci beaucoup Arnaud Imad de cette présentation. Vous nous avez donné une idée de la richesse de cet ouvrage. Donc énorme travail de 700 pages publié aux éditions de l'Artilleur. Séraphine Franroul, Al-Andalus, l'invention d'un mythe, la réalité historique de l'Espagne des trois cultures. Un ouvrage, comme je l'ai dit au début, qui m'apparaît tout à fait majeur dans le combat historique et mémoriel dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui.